Lorsque j'étais encore en primaire et que je rentrais de l'école, j'aimais beaucoup passer par la bibliothèque. Là-bas, je découvrais tous les jours de nouveaux livres, mais un jour, en allant jusqu'au fond de cette même bibliothèque, je me trouvais confronté à un nouveau type de livre, les mangas. Je découvris cet univers à travers le seul et l'unique Naruto. Naruto est l'œuvre de toute une génération. Masashi Kishimoto a d'abord dessiné Naruto sous la forme d'un manga one-shot en 97, puis l'œuvre a rejoint le Weekly Shonen Jump en 99 comme série hebdomadaire. Naruto raconte l'histoire de son héros éponyme en quête de reconnaissance, un jeune orphelin ninja courageux qui a le pouvoir d'un démon renard à 9 queues enfermé dans son corps. Malgré la haine de son propre village à cause de ce démon qu'il possède en lui, il a un seul objectif en tête, une phrase qui l'anime et qu'il répète à quiconque voudrait bien l'écouter: « Je vais devenir le Hokage ». Cette phrase est le parfait symbole de ce que représente Naruto. Ambition, détermination, mais aussi volonté de changer le regard que les gens portent sur lui, et surtout volonté de protéger les membres du village de Konoha, qui bien que méprisants à son égard, sont sa seule famille. Naruto est définitivement un personnage attachant. Même si la situation du personnage est trop précaire pour parler à la plupart des lecteurs, ceux-ci peuvent néanmoins sans problème se voir dans son ambition et dans son désir de prouver sa valeur. おかげになる者はそういう運命で生まれてくる。なろうとしてなれるものではなく、ガキは全てが簡単だと思ってる。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。だから諦めない。そして死ぬんだ。この俺はいずれ火影の名を受け継いでよ、先代のどの火影をも超えてやるんだ。でさ里のみんなに俺の力を認めさせてやんだよ。Kishimoto a poussé l'identification avec son protagoniste tellement loin qu'il a longtemps comparé la progression de Naruto à la sienne, dans la mesure où les obstacles devant Naruto pour devenir Hokage étaient pour lui les obstacles qui le séparaient du statut de mangaka. Quand Naruto a dit « je serai Hokage », les gens autour de lui se sont moqués de son rêve. Moi aussi j'ai souvent dit à mes proches que je deviendrais mangaka dans le futur, même quand j'étais jeune et que ce rêve n'avait rien de concret. L'histoire de Naruto est un récit épique qui s'étend sur 72 volumes et 700 chapitres. Mais Kishimoto ne tarde pas à montrer au lecteur les forces de son manga. Dès les premiers arcs, les principaux attraits de Naruto sont mis en lumière. Antagoniste charismatique, effrayant et puissant, combat mémorable, impact émotionnel fort accompagné d'une violence psychologique et morale, et enfin identité visuelle marquée. Commençons par les antagonistes. Les antagonistes de Naruto sont bien écrits, car ce sont des personnages complexes, multidimensionnels, avec leurs propres motivations, leur histoire et surtout leurs défauts. Ce personnage illustre selon moi parfaitement la capacité de Kishimoto à écrire des antagonistes recherchés et marquants. Je parle de Zabuza et d'Orochimaru. Zabuza est le premier véritable méchant de Naruto. Il est effrayant, et on se rend parfaitement compte du danger permanent qu'il représente lorsqu'il affronte l'équipe 7 au début du manga. Mais au fil des combats, on découvre un aspect différent de sa personnalité. Zabuza est en réalité le malheureux produit de son environnement, et sous son apparence de démon sanguinaire se cachent des traumatismes et un cœur blessé, mais affectueux. Orochimaru, quant à lui, est un personnage encore plus difficile à cerner. Il est à la fois l'un des principaux antagonistes de la série, mais aussi un ancien membre du village de Konoha, qui cherche à acquérir l'immortalité et à devenir le ninja le plus fort du monde. Orochimaru, c'est un combattant redoutable, mais surtout un monstre, qui semble avoir perdu toute humanité. Il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, y compris à tuer ses propres alliés et à faire des expériences sur des êtres humains. Cependant, il est également dépeint comme une figure tragique, hantée par son propre passé traumatique et son incapacité à se défaire de son désir de pouvoir. Dans les revues shonen, l'ennemi doit incarner une forme de mal absolu. Mais d'autres séries le font déjà, et je ne voulais pas que Naruto s'inscrive dans ce schéma. Plutôt que de m'attarder sur la description de l'ennemi,
j'ai préféré détailler les circonstances de sa naissance et de sa transformation en monstre. Les motifs de ces personnages sont d'ailleurs très simples, ce sont toujours les sentiments personnels et les traumatismes de l'enfance. Ok. Maintenant qu'on a dit tout ça, j'ai envie de faire une petite pause dans la vidéo pour vous demander à vous de faire une petite expérience de votre côté. Essayez de compter combien de combats de Naruto vous ont marqué. Alors on peut essayer de les citer en vrac. On peut commencer avec Lee vs Gaara, je pense que ça a marqué tout le monde. Mais il y en a plein d'autres. Naruto contre Sasuke, Sasuke contre Itachi, etc. etc. Je pense que là il y en a plein qui vous viennent en tête. Mais effectivement, ce que je voulais illustrer c'est que nombre de combats de Naruto sont extrêmement mémorables. À la fois par les chorégraphies, le découpage et l'inventivité narrative de Kishimoto. Mais aussi et surtout par l'impact qu'ils revêtent à chaque fois. Tous les combats de Naruto ont un sens. Plus qu'une simple altercation physique, chacun d'entre eux est une confrontation d'idéaux. Mon Indo contre le tien. 壁じゃ壁に当たるうち己の中の意志を捨て言い訳し代わりに憎しみを拾うことになりかねん。いいかお前の意志捨てずに捨てきりステップじゃ。俺は逃げねえ。まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だ。 La plupart des combats de la série ne sont pas de simples batailles entre le bien et le mal, mais plutôt des conflits entre des personnages ayant leurs propres objectifs, désirs et histoires personnelles. Cela ajoute un niveau de profondeur émotionnelle et de signification au combat, car les personnages ne se battent pas seulement pour la victoire, mais aussi pour leurs propres croyances et valeurs. On arrive maintenant à l'impact émotionnel et à la violence dans Naruto. Ce sont des aspects de l'œuvre qu'on abordera un tout petit peu plus tard quand on abordera les thèmes de l'œuvre et en particulier ceux de la violence et de la guerre, mais on peut déjà néanmoins mettre en valeur un aspect évident et indéniable. La société des ninjas est cruelle. Les ninjas de Naruto habitent un monde sans pitié. Kishimoto n'hésite pas à tuer ses propres personnages pour nous le montrer. Dans ce monde en guerre perpétuelle, les moments de bonheur authentique sont rares et ont une valeur inestimable. On en regrette d'autant plus la perte d'un être cher ou de celui qui finit sa vie dévoré par ses propres démons. Enfin, les designs de Naruto sont reconnaissables entre mille. Cette identité visuelle profonde a été essentielle à sa popularité. Les animateurs de Naruto me complimentent souvent sur le design de mes personnages, pour leur caractère excentrique. Évidemment, j'ai choisi à dessein de m'écarter de la représentation académique des ninjas, toujours vêtus de noir. J'ai ainsi pris volontairement la direction inverse, avec un petit blond habillé en orange et qui n'est même pas japonais. Je voulais que mes personnages s'inscrivent dans un imaginaire pop, à l'image de ceux d'Akira Toriyama. Naruto a marqué ses lecteurs, et surtout les plus jeunes d'entre nous, par ses thèmes très durs. Impossible de passer à côté de la violence et de la guerre dans le manga, qui sont décrites comme des questions complexes et à multiples facettes. Si la série comporte une part importante d'action et de combat, elle aborde également les conséquences et les implications morales de la violence. L'œuvre Naruto explore également les effets à long terme de la guerre et les traumatismes qu'elle peut causer aux individus et aux communautés. Le village de Konoha notamment a une histoire de conflit et doit encore faire face aux conséquences d'une guerre majeure qui a eu lieu avant le début du manga. Malgré tout, si la violence et la guerre sont des éléments importants de Naruto, elles ne sont ni glorifiées ni romancées. Au contraire, la série tente d'illustrer à la fois la complexité, mais aussi le coût de la violence, et surtout l'importance de trouver des solutions pacifiques au conflit. Kishimoto cherche notamment à montrer l'importance du devoir de mémoire. Selon lui, il est crucial de se souvenir des erreurs du passé pour ne pas les réitérer. お前が今までのことを全部切って新しく始めた世界がまた同じようにならねえとも限らねえだろ。俺は全部過去の人たちから学んできたんだってばよ。失敗して次どうすりゃいいか考えるってことをよ。 Cependant, le manga porte mal son nom, car avant d'être le simple récit des aventures de Naruto, il raconte surtout l'opposition entre deux jeunes ninjas de Konoha. Naruto d'un côté certes, mais Sasuke de l'autre. Cette double narration s'intensifie encore davantage dans Shippuden, où Sasuke devient un second protagoniste à part entière. Cette dualité entre les deux personnages est cruciale à leur développement, et explique à elle seule toutes les décisions que Naruto et Sasuke prennent au fil du temps. 俺にとってお前は最も親しい友になった。あれを知ってる者同士だからこそわざわざそこに行こうとしてるお前を。俺の何が分かるってんだ。つながりがあるからこそ苦しいんだ。それを失うことがどんなもんかお前なんかに分かってたまるか。 Leurs deux destins sont assurément tragiques, mais sont fondamentalement opposés. Naruto n'a jamais connu sa famille, tandis que Sasuke a goûté au bonheur de l'amour familial avant de tout perdre. J'ai délibérément choisi d'opposer les deux personnages. Sasuke reproche à Naruto son incapacité à comprendre la douleur du deuil, lui qui n'a jamais connu l'amour filial. Et c'est vrai qu'il ne comprend pas au début. Au fil du manga, leur relation évolue, et ils finissent par devenir alliés. Bien qu'ils aient toujours des différences et des conflits, ils en viennent à se respecter, à compter l'un sur l'autre et à travailler ensemble vers un objectif commun.
Mais c'est seulement à la fin du manga, après de nombreuses querelles et expériences qui leur ont permis de mieux comprendre le point de vue de l'autre, qu'ils arrivent à définitivement régler leurs différends et à devenir de véritables amis. Les réactions face au deuil accentuent les différences entre les personnages. Sasuke se fait submerger par la haine, une haine d'une puissance égale à l'amour qu'il animait auparavant. Tandis que Naruto comprend qu'il doit apprendre à se dominer, après avoir vu les effets de la douleur sur Sasuke. C'est là sa véritable performance en tant que héros. Il parvient à survivre au deuil sans succomber au désir de vengeance, à distinguer le besoin personnel de l'intérêt collectif. Malgré tout, le thème principal de l'œuvre reste l'importance de l'amitié et du travail d'équipe. Aucun obstacle ne résiste à un groupe soudé qui travaille ensemble dans un même but. Du début à la fin du manga, l'importance des liens d'amitié est constamment mise en avant. La première épreuve que Kakashi impose à ses élèves leur montre dès le départ qu'ils devront travailler ensemble s'ils veulent progresser et faire face aux difficultés de la vie de ninja. De même, c'est symboliquement à 3 que Naruto, Sasuke et Sakura terrassent Kaguya, l'ennemi le plus fort du manga. Enfin, dans Naruto, si les liens d'amitié et de respect mutuel sont autant mis en valeur, c'est parce que les liens du sang sont toujours dysfonctionnels. Comme si la seule famille qui devait exister était celle que l'on se crée au fil de notre vie et pas celle qui nous est imposée à la naissance. L'exemple évident et qui vient en tête en premier est celui de Naruto et Jiraiya. Jiraiya, d'abord simple mentor, devient un père spirituel pour un Naruto orphelin et en manque de repères familiaux. Même si l'on peut s'accorder sur le fait que le manga Naruto a marqué toute une génération de lecteurs de Shonen Jump, il est impossible de négliger l'impact phénoménal qu'a eu son animé dans sa popularisation. C'est grâce à l'animé Naruto, produit par le studio Pierrot, que l'œuvre a touché un public aussi large et a pu bien s'exporter à l'étranger. Je vais laisser LKR, grand connaisseur de l'industrie de l'animation japonaise, vous en parler plus en détail. Bon, je vous apprends rien que Naruto c'est très long, ce qui rend la production complexe car elle regorge de points positifs comme négatifs. Mais la production est remplie de talent, d'inspiration et de découvertes qu'il en est impossible de tout mentionner en 5 minutes. Mais il faut bien commencer quelque part et on va pas aller chercher plus loin car il nous suffit de mentionner le main staff. Déjà on va parler de celui qui réalise Naruto durant la quasi-totalité de la série, qui n'est autre que Hayato Date, ancien réalisateur de Kaze no Yojimbo. Pour le reste du staff, on ne part pas de rien car il est formé de 2 autres teams ayant travaillé une sur Yu Yu Hakusho et l'autre sur Kaze no Yojimbo, auxquels se sont greffés des freelancers et des vétérans du studio Pierrot. Parmi les anciens de la team de Yu Yu Hakusho, on va retrouver Atsushi Wakabayashi, animateur et réalisateur de génie, ou encore Tetsuya Nishio, animateur de légende et designer, qui sera l'un des designer de Naruto. Et pour Kaze no Yojimbo, le nom qui ressort le plus est celui de Hirofumi Suzuki, qui sera le 2e car designer et l'un des AD principaux de la série. Suzuki sera très souvent sur les épisodes du réalisateur Toshiyuki Tsuru, lui aussi pionnier de l'industrie de par ses idées de réalisation et ses storyboards novateurs. Il a toujours été en avance sur son temps et surtout sur le compositing numérique. Il a par exemple réalisé l'opening 2 de GTO ou encore sur des épisodes précoces de Naruto comme le 17 et 19 de l'arc Zabuza qu'il storyboard et réalise. Mais sa plus grande contribution sur la série Naruto sont les openings et les endings qui storyboard et réalise. En fait, si on prend juste Naruto, on peut dire qu'il a réalisé plus de la moitié des openings et la moitié des endings. Et puis si on parle de Shippuden, regardez. En réalité, l'une des forces de cette série reste la liberté que le réalisateur Hayato Date a laissé à son équipe pour donner aux jeunes talents une grande marge d'expression créative. Et cette stratégie, elle a porté ses fruits, car au final, on a vu des étoiles montantes qui, en plus de ça, ont été supervisées par des légendes. On a par exemple dès le début de Naruto le très sous-coté Masahiko Murata. Puis un peu plus tard, sur Shippuden, on aura le droit à l'émergence de jeunes talents et héberge les prémices de la webgen, avec certains de ses premiers représentants comme Ryotimo, Kenichi Kutsuna ou encore Shingo Yamashita que vous connaissez sûrement. Pour rappel, le terme webgen est apparu au milieu des années 2000 et il fait référence à des animateurs de l'industrie utilisant majoritairement des moyens numériques, nouveaux pour l'époque, comme la tablette graphique. Si vous voulez en savoir plus sur ce mouvement, un lien, si Yann s'y pense, sera mis en description. Mais sur la production, il existe 2 Yamashita, dont un qui a été remarqué par Goro Seisha, ancien animateur de KyoAni, et qui réalise et storyboard sur Naruto Shippuden. Mais donc cet autre Yamashita que vous connaissez sûrement, c'est Hiroyuki. Hiroyuki Yamashita lance sa légende en participant pour la première fois sur la production de Naruto Shippuden avec l'épisode 17. Et il est sous la supervision des ténors de la série avec Goro Seisha mais aussi Tsuru. Yamashita va donc s'inspirer d'eux et par la même occasion récupérer certaines techniques telles que la synchronisation labiale des personnages, mais faut surtout comprendre qu'il va être extrêmement polyvalent par la suite. Il va évidemment faire de l'animation, de la supervision d'animation, de la réalisation, mais ce qui est le plus marquant c'est son travail en tant que storyboarder. Comme par exemple son épisode 322 avec l'introduction tant attendue de Madara où quasiment toutes les scènes marquantes sont de l'original et où sa compréhension des pouvoirs dans l'univers a rendu la tension et le fight mémorable. Et puis c'est à lui aussi qu'on doit le storyboard de l'inoubliable épisode 375 avec un des combats les plus mémorables de l'œuvre, Kakashi versus Obito. Et ce que je vous raconte là, c'est vraiment qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais bon, revenons maintenant sur l'autre Yamashita, Shingo, qui lui travaillera sous la tutelle d'un vétéran, Norio Matsumoto. Norio, lui aussi, c'est un animateur de légende que vous connaissez sûrement, et qu'on ne présente même plus, à qui on doit par exemple Orochimaru versus Sasuke sur l'épisode 30, ou encore Naruto versus Sasuke épisode 133 pour ne citer
que Norio peut être considéré comme l'animateur le plus influent avant Hiroyuki Yamashita sur la production de Naruto. Maintenant qu'on a vu quelques têtes, on va pouvoir parler d'un arc, mais surtout de quelques épisodes qui ont fait polémique. Je parle évidemment de l'arc Pain et du combat Naruto versus Pain. Et ici on va essayer de comprendre comment le réalisateur Hayato Date a construit son effectif. Il faut comprendre que durant cette période, plus personne n'est sur la production et la rotation peine à cause de la production du film Naruto The Last Tower. Hayato Date a donc décidé de construire l'effectif autour des fameux 2 épisodes finaux du combat. On a donc le 166 avec Tsuru qui va réaliser et storyboarder, et Hirofumi Suzuki qui sera superviseur de l'animation et animateur principal. Puis on enchaîne avec l'épisode tant attendu, le 167. Le superviseur de l'animation, le storyboarder et le réalisateur n'est autre que Atsushi Wakabayashi. Et le plus fou, c'est qu'il sera aussi animé par seulement 4 animateurs: Norio Matsumoto, Shingo Yamashita, Kenichi Kutsuna et Atsushi Wakabayashi. Sans compter la pré-production, l'épisode aura pris 6 mois de production, mais Atsushi Wakabayashi prendra un coup au moral après les retours de son épisode et décide de ne plus jamais faire un storyboard aussi ambitieux. Et c'est dommage car l'épisode était vraiment stratosphérique. Bon, comme je l'ai dit au début, la production de Naruto est longue et surtout complexe, donc il est difficile d'aborder chaque point en quelques minutes. J'ai donc dû écourter et faire passer à la trappe un grand nombre d'informations et de noms importants. Je sais même pas si j'ai raconté ne serait-ce que 2% de la production. La production a de très gros points faibles, mais a aussi de très gros points forts, et les gens qui veulent un remake n'ont absolument rien compris. Merci à Yoyanis de m'avoir permis de déblatérer mes infimes connaissances. Sur ce, à une prochaine. Aujourd'hui, la flamme de l'œuvre de Kishimoto ne s'est pas éteinte, bien au contraire. En plus d'avoir largement influencé nombre d'œuvres qui lui ont succédé, Naruto continue de trouver un public, notamment grâce à sa suite directe, Boruto. どんな道を選ぶのか親父とか関係ねえよ。俺は俺の道を行く。これは俺の物語だ。 Boruto est la suite directe du manga Naruto. On suit l'histoire du fils de Naruto Uzumaki, qui s'entraîne à devenir un ninja et tente tant bien que mal de suivre les traces de son glorieux père. Cette suite continue de s'appuyer sur les thèmes et les messages de la série originale. Comme Naruto, Boruto aborde les sujets de l'amitié, de la détermination et du coup du pouvoir. De plus, la série explore des thèmes nouveaux et cohérents avec son contexte, comme l'importance de la tradition et de l'héritage, alors que Boruto doit faire face aux attentes placées en lui en tant que fils du 7e Hokage. Le rôle de la technologie dans un monde de ninja en pleine évolution est aussi un aspect fort de Boruto, car c'est le statut même de shinobi qui est remis en question avec les nouvelles capacités de la technologie. Enfin, alors qu'anciens et nouveaux personnages se mêlent, ils doivent tous ensemble faire face à l'impact des événements passés sur le présent. La série de manga Naruto a eu une influence considérable sur les mangas récents, en particulier dans le genre Neketsu, un sous-genre du shonen dont Naruto est une des figures de proue. Finalement, Naruto a également influencé la popularité et le succès grand public des mangas et des animés. L'œuvre a été un phénomène mondial et a contribué à faire connaître les mangas et les animés à un public plus large en dehors du Japon. Son succès a ouvert la voie à d'autres, qui ont depuis atteint des niveaux de popularité similaires. Aujourd'hui, la communauté des fans de Naruto est encore très active, et de nombreux artistes se prêtent constamment au jeu d'interpréter à leur manière l'œuvre de Kishimoto et son univers. J'ai commencé cette vidéo avec une introduction très personnelle, donc je vais aussi conclure sur une touche personnelle. Naruto a été ma porte d'entrée vers le monde fascinant du manga, mais l'œuvre ne m'aurait pas autant marqué si ça n'était pas plus qu'un simple shonen pour adolescents. Kishimoto a compris l'essence même de ce qui fait une œuvre marquante. Il n'impose pas une morale, il ne se contente pas de décrire les aventures de ses personnages, bien plus que ça. Il pose des questions sur la nature humaine et sur les relations entre êtres humains, sur la guerre, sur la mort, sur la famille, etc. etc. Naruto est une œuvre émouvante et inspirante, qui transcende les générations et possède cette dimension intemporelle. Bref, voilà pourquoi j'aime autant Naruto et pourquoi la marque qu'a laissée ma première lecture de cette œuvre magistrale ne s'effacera jamais.